rebonsoir. C'est selon cette longue soirée consacrée à la grande interview du président de la République Macky Sall se poursuit. Bravo à l'équipe technique de la TFM, d'RFM et de d'IGFM qui vous ont permis de suivre ces équipes, de suivre donc cette grande interview du président de la République Macky Sall. Bravo aussi à l'ensemble des confrères de ces trois groupes de presse, GFM, des médias et la RTS. Mention spéciale à nos envoyés spéciaux, Alassane Samba Diop, El Hadj Assane Gueye, Barkaba, Alioune Badara Fall, Ngoné Ngom et Fatidjan, qui étaient sur place et qui ont eu à poser des questions au président de la République au même titre que tous les confrères qui étaient là-bas. Nous sommes en direct toujours pour un débat de 30 minutes en français avec nos invités. À ma gauche, El Hadj Hamidou Kassé, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes conseiller spécial du président de la République. À ma droite, Mounirou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes économiste et professeur à l'université de Thiès. Nous aurons d'un moment à l'autre Doudou Wade du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, formation d'opposition. Alors, nous allons d'abord commencer par une question de forme. El Hadj Kassé, Mounirou Ndiaye, comment vous appréciez la forme d'abord de cette interview du président de la République en direct de Kaffrine? Oui, merci Mamoudou. Je voudrais saluer nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent et toutes celles qui nous regardent. Je sais dire que pour ma part, en tant qu'ancien journaliste, mais également en tant qu'initiateur, entre guillemets, de ce format, je trouve que c'est une excellente démarche de mettre le président de la République en face, non pas d'une centaine de journalistes, mais de quelques journalistes triés sous le volet dans un exercice de ce genre pour aller au fond des problèmes. C'était le cas à Ziguinchor, son premier conseil des ministres décentralisé en 2012. Exactement, que j'avais personnellement organisé. Je pense que la prochaine fois, d'autres groupes de presse vont être choisis, ainsi de suite. C'est un tout petit peu une manière de permettre au président de la République d'aller véritablement sur des questions de fond. Format long quand même, oui. Oui, c'est long. 5 heures d'affilée. C'était d'autant plus long que, bon, le président est depuis une semaine dans la région de Kaffrine, dans la région de Kaolack. Et donc, c'est épuisant. Il faut être vraiment endurant pour assumer ce genre d'exercice. D'autre part, c'est le temps, ce n'est pas le président qui le détermine. Le temps est déterminé par les journalistes eux-mêmes, parce qu'en réalité, dans ce genre d'exercice, le maître du jeu, fondamentalement, c'est le journaliste. On était parti normalement sur 2h20, 1h10 en français, 1h10 en Wolof, avec une pause de 30 minutes. Finalement, on est arrivé quand même à presque 5 heures. Mais la prestation du président, comment vous la voyez? Je trouve, vous allez dire, parce que c'est son conseiller, loin de là, je trouve que le président a montré encore une fois sa véritable nature, son intérieur, c'est-à-dire sa personnalité. C'est d'abord un homme de terrain que nous avons apprécié, qui maîtrise très bien ses dossiers, y compris jusqu'au détail près, sur des chiffres, sur des localités, sur des faits. C'est également quelqu'un qui affronte la vérité. Vous savez, il n'est pas facile de dire la vérité. Donc, nous avons vu quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui a été capable de parler aux Sénégalais par le truchement des journalistes, les yeux dans les yeux. Et je pense que cette dose d'authenticité est importante dans la relation. Dites-vous, mais Macky Nyangal, c'était surtout l'authenticité, voilà, mais qui a cédé la place à un Macky plus jovial. Vous savez, très rapidement, en privé, il a beaucoup d'humour. En privé, il est comme vous, comme moi, comme Mounir, comme n'importe quel Sénégalais. C'est quelqu'un qui est capable d'émerveillement, de joie et également d'expansion.
Mounirou Ndiaye, alors vous, le professeur, comment sur la forme, qu'est-ce qui vous a le plus retenu de cette prestation du président de la République face aux journalistes? D'abord, je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je tiens d'abord à rectifier aussi. Généralement, quand les professeurs vont dans les médias, on les appelle professeurs. Je pense qu'il y a une réglementation dans les universités qui fait que moi, je suis enseignant-chercheur. Je ne suis pas encore professeur. Donc, généralement, merci de l'humilité. Voilà, ça n'enlève rien à votre compétence. Voilà, exactement. Ouais. Bon, moi, je pense que le président de la République a été aujourd'hui riche en termes d'information, il a été riche en termes d'engagement, il a été riche en termes de volonté. Moi, ce que j'apprécie pour le président Macky Sall, ce que j'apprécie, c'est son engagement, sa volonté de bien faire. Je pense que ça, les Sénégalais ne doivent pas quand même douter de son engagement et de sa détermination. Et il faut se réjouir également du fait que, généralement, les présidents de la République, les présidents africains accordent des interviews uniquement à des organismes venant de l'étranger. C'était vraiment une tare qui était là, vraiment quelque chose qui a été décrié plusieurs fois. Et qu'aujourd'hui, si le président de la République parle à travers un média, une télévision nationale, je pense qu'il faut s'en réjouir. Pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails sur tout cela. Sur le fond, l'économie a-t-elle eu la place qui lui revenait de droit dans cet entretien? Beaucoup de questions ont été abordées, mais essentiellement, moi je vois une connotation économique à l'ensemble de l'interview. Une prédominance vraiment, c'est une interview à dominante économique. Parce que n'oubliez pas que le président de la République était allé à Kaffrine dans le cadre d'une tournée économique. Hein, une tournée économique. Je pense qu'il a bien répondu aux gens qui pensent que c'est de la politique. On peut accepter quand même que c'est une tournée économique parce que le plan Sénégal émergent, n'oubliez pas que c'est un plan qui est national. C'est un plan qui ne se limite pas à Dakar. Alors là, concrètement, il a dit le plan Sénégal émergent, son bilan, après une année de mise en œuvre, est très positif. Je ne dirais pas... Est-ce que vous êtes en phase avec le chef de l'État? Je ne dirais pas que c'est très positif. Parce que déjà, dans le plan Sénégal émergent, il faut savoir que les prévisions de dépenses, c'est-à-dire le montant global du plan Sénégal émergent qui figure dans le plan est de 9 700 milliards de francs CFA. Ils ont dit qu'il y a 5 700 milliards qui ont été acquis. Il y a un flottement de 4 000 milliards. Les 3 000 milliards sont à rechercher, mais les 1 000 milliards vont être trouvés dans les économies budgétaires que le gouvernement va faire essentiellement. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le plan Sénégal émergent également, il a été dit que le plan fonctionne sous la forme de programme triennal d'investissement dans le cadre du plan d'action prioritaire, des programmes triennaux d'investissement. Et dans ces programmes triennaux d'investissement-là, je pense que c'est normal que le PTIP de 2013-2015 soit révisé en PTIP 2014-2015, mais nous sommes en train aujourd'hui, si vous visitez le plan Sénégal émergent, de basculer dans le scénario pessimiste. Pourquoi? Parce que dans le scénario pessimiste, il y avait le fait qu'il y avait des ressources qui étaient susceptibles de ne pas être recouvrées et qui ont justifié d'ailleurs ce passage à un PTIP 2013-2015 à un PTIP 2014-2016. Donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre de déconvenus, un certain nombre de manquements en termes de mobilisation des ressources, qui fait que même si le président de la République a une volonté d'injecter 207 milliards de francs CFA à Kaffrine, il faut savoir que la mobilisation des ressources pose problème. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Vous savez que le Sénégal aujourd'hui a des problèmes. Si le Sénégal joue le jeu des APE et que le dollar continue de grimper, il y aura des effets sur notre endettement, parce que quand le dollar coûte plus cher, les recettes publiques vont être grévées par le paiement du service de la dette, et que quand les APE vont entrer en ligne de compte, les recettes douanières vont drastiquement chuter, ce qui va donc compromettre les prévisions de dépenses du gouvernement. Très bien. Il faut bien que nos techniciens finissent d'installer, de mettre le micro-cravate. Monsieur Doudou Wade, bonsoir. Vous êtes membre du comité directeur du PDS, ancien député. Nous en étions juste avant votre venue aux considérations sur la forme de cette grande interview du président de la République. Comment vous la jugez? Je vous remercie. Je remercie autour de
cette rencontre que le président de la République a eu aujourd'hui à Kaffrine, donc dans le barrage de son réfugié, au plein cœur du Sénégal, avec les journalistes sénégalais, et principalement les journalistes de la TFM. Je pense que ça a été une bonne initiative, il faut la saluer. Elle a été aussi une heureuse initiative pour remettre un peu les choses à l'ordre. Parce que sur un certain nombre de points, le président a eu des positions tout à fait contraires aux premières positions d'alors. D'abord, la reconnaissance de l'importance de l'énergie dans notre développement et la reconnaissance du mix énergétique et ce qui a été fait, notamment sur ce mix énergétique avec le charbon, sur un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et sur des projets qui ont été mis en place. Le président en a parlé. Le président aujourd'hui est revenu sur un certain nombre de choses. Je parlais dans le cadre de la santé, principalement sur la CMU, sur ce qui a été fait. Reconnaître la qualité du plan Sésame et ses améliorations, contrairement à ce qui a été dit. Sur le problème de l'endettement et la signature laissée par l'ancien régime, je pense que le président en a parlé, qu'il faut reconnaître que la sollicitation du financement international a été une bonne chose pour l'ancien régime. Sauf qu'il a quand même mis un bémol en disant que le taux était très élevé, oui, presque de 8%. Nous y reviendrons. Oui. C'est comme aussi le taux de baril du pétrole est aujourd'hui à 57% moins. Toute chose égale par ailleurs, la diminution du taux du pétrole devait avoir des répercussions sur, effectivement, bien que le président de l'essence l'a dit, le président reconnaît qu'on pouvait faire plus, parce qu'il n'a pas senti que cette diminution du prix de l'essence ait eu des répercussions sur effectivement le ménage, parce que qui en profite, c'est une question qu'on va se poser. Le président a parlé encore de l'endettement et il est revenu sur un certain nombre de chiffres sur lesquels nous n'étions pas d'accord, notamment sur l'évolution des recettes ordinaires. Dans sa déclaration du 4 avril, il y avait une différence de 909 milliards de progression. Aujourd'hui, il nous dit 100. Ça veut dire que nous sommes encore sur une politique de chiffres. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Le démenti très correct autour de son Premier ministre qui nous a avancé avant-hier 96 milliards pour Kaffrine. Il revient à 2005. Donc, il y a des choses qui 200 milliards. 200 milliards. Oui. 207 milliards. Donc, il y a des éclaircies. Le président, je pense, commence aujourd'hui à prendre raison. Et sur un certain nombre de choses aussi, il a des positions tout à fait contraires sur le plan international, notamment sur la présence de notre armée par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Première position, nous sommes sur des théâtres d'opération, nous ne serons pas au Mali, le Mali proche. Aujourd'hui, on envisage, il est possible d'envisager d'envoyer des militaires en Arabie Saoudite. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut reconnaître face aux difficultés, face aux problèmes, le président. Et ensuite, l'appel sur le PSE, ce qui est extrêmement important. Le président dit que le PSE, aujourd'hui, dépasse les partis politiques et doit intéresser les Sénégalais. Effectivement, parce que c'est un... Vous êtes d'accord? C'est une session temporaire de 2014 à 2035. Le président Macky Sall peut être resté jusqu'à 2035. Donc, effectivement, partager cette option. Très bien. Effectivement, et faire participer les autres. On reviendra à vous tout à l'heure. Et là, j'ai envie de casser parce qu'il faut bien qu'on série les problèmes. On va d'abord se focaliser sur les questions économiques, après politique et de diplomatie. Sur les questions économiques, le président a dit que le PSE se porte très bien. Mounir Ndiaye, économiste, met un bémol en disant qu'on est entré dans le scénario pessimiste un peu à propos du PSE et qu'il y a des risques liés, par exemple, à l'entrée en vigueur des APE par rapport à l'endettement. Qu'est-ce que vous répondez sur le PSE? J'avoue que sur le PSE, je n'ai pas très bien compris ce que mon ami Mounirou voulait dire. Mais auparavant, je suis moi aussi très heureux de retrouver Grand Doudou et de voir qu'il est très en forme malgré l'épreuve. En tout cas, c'est un plaisir de converser avec lui. Alors, sur le PSE, je pense qu'il faut ramener les choses à leur dimension, à leur juste dimension. Le plan Sénégal émergent a repris l'ensemble des plans, des documents, de stratégies dont nous disposions sous l'éclairage de Yonou Yokouté, qui était le programme électoral du président Macky Sall. C'est cela, plus évidemment le travail des hauts fonctionnaires sénégalais,
plus de 200 personnes y ont participé, et d'un cabinet international qui a appuyé au plan méthodologique et c'est sur certaines mises en cohérence. C'est ça le plan Sénégal émergent qui a été conçu dans un horizon de 20 ans. D'abord, il faut dire que c'est la première fois qu'on ait ce genre de plan. Nous avons eu des plans avec les socialistes, mais c'était des plans de 5 ans, des plans quinquennaux. Alors, l'enjeu de ce plan-là, c'est que justement, comme le président l'a dit, et comme l'a salué le président Doudou Wade, c'est que le plan traverse les enjeux politiques, dépasse les clivages politiques. C'est un plan du Sénégal. Ce n'est plus un plan du président Macky Sall ou un plan de l'APR, ou c'est le plan du Sénégal. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que nous avons tous suivi ce qui s'est passé à Paris. Je pense que l'ensemble de la communauté internationale, dans sa diversité, dans le volet, enfin du point de vue, dans sa composante privée comme publique, a reconnu non seulement la pertinence du PSE, mais s'est engagé à soutenir le PSE au point que nos besoins en matière de financement étaient largement dépassés. Troisièmement, le PSE, ce sont des séquences. La première séquence, c'est 2005, plutôt 2015, 2018. Et dans cette séquence-là, nous avons ce qu'on appelle un plan d'action prioritaire, avec 27 projets et 17 réformes phares. Et c'est cela que nous sommes en train de dérouler. Je pense que donc, je ne vois pas tellement, à moins que notre ami Mounirou y revienne, la nature pessimiste ou alors le scénario pessimiste. C'est juste pour dire également que nous entrons actuellement, à partir de 2014, nous étions plutôt dans la mobilisation des ressources, nous étions sur des actions qui étaient déjà entreprises depuis 2012, mais c'est véritablement en 2015 que nous entrons dans l'ère proprement dite de la mise en œuvre du PSE. Et sur le contenu, si vous voulez, on peut y revenir. Très bien. Alors, Mounirou Ndiaye, peut-être ma question va vous permettre de mieux préciser votre développement de tout à l'heure. Le président a dit que sur plus de 3 milliards d'engagements financiers de la part des partenaires financiers et techniques, près de 35% ont été mobilisés. Est-ce que cela se ressent aujourd'hui dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent? On pose la question au Sénégalais lambda, peut-être il vous dira où se trouve tout cet argent. Moi, mon problème avec le plan Sénégal émergent, je pense que je l'avais déjà dit. C'est un plan qui est très ambitieux. Je pense qu'il y a des scénarios. Si vous lisez le plan, le document, je ne dis pas, il ne faut pas entendre pessimiste dans le sens qu'il faut être pessimiste. C'est des scénarios qui figurent dans le plan. Et là où on parle de scénario pessimiste, c'est que le plan Sénégal émergent est composé de deux sources de financement. Le partenariat privé pour 30% et les financements publics pour 110%. On ne précise pas quel type de partenariat privé est prévu. Parce qu'un privé qui arrive dans un pays quand même a besoin de voir quelque chose qui va être rentable, pas des projets qui ne vont pas justifier d'une certaine rentabilité pour mettre de l'argent. On peut être d'accord sur ça. De notre côté, il y a un montant qui est avancé. C'est 9 700 milliards dans le cadre du programme d'action prioritaire 2014-2018. Ce que j'ai dit, c'est que des 9 700 milliards, il faut déduire que dans le plan, ils ont dit qu'il y a 5 700 milliards déjà acquis dans le document du plan. Oui. Il reste 4 000 milliards. Et de ces 4 000 milliards-là, ils attendent 1 000 milliards des économies budgétaires et d'autres sources de financement qu'ils vont mobiliser pour financer les 1 000 milliards et qu'il faut rechercher 3 000 milliards. C'est dans la recherche des 3 000 milliards que nous sommes en train de peut-être basculer dans le scénario pessimiste qui dit que c'est un scénario où on prévoit que les ressources qu'on attend peuvent ne pas être mobilisées. Parce que l'entrée en vigueur des APE devrait signifier une baisse des recettes fiscales. Douanières. Oui. Premièrement. Oui. Deuxièmement, il y a la hausse du dollar. La dette est dollarisée. Et quand le dollar prend de la valeur, vous savez que le service de la dette va venir
quand même brouiller un peu les pistes. Il y a autre chose, notre non-maîtrise des fluctuations de l'euro. L'euro peut augmenter ou baisser et ça peut porter un coup à nos exportations, importations et affecter un peu les ressources de l'État. Moi, c'est cet aspect. Le président en a parlé d'ailleurs. C'est cet aspect. Il a reconnu la dépréciation du franc CFA voilà. par rapport à l'euro. Mais sur le plan technique, sur le plan des projets, de la volonté de bien faire, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai dit qu'il y a des aspects techniques sur lesquels le plan Sénégal émergent n'est pas très clair. C'est sur les aspects de couverture des dépenses susceptibles de ne pas être mobilisées, les ressources susceptibles de ne pas être disponibles. C'est ça le problème. Donc, mais si vous regardez globalement ce que le président de la République a dit à Kaffrine, moi je trouve que c'est vraiment des déclarations qui sont en phase avec le PSE. Je pense que 207 milliards à Kaffrine, c'est jouable. Si véritablement les prévisions de recettes et de dépenses sont réalisées. Pourquoi? Ce n'est pas seulement Kaffrine, parce que la comptabilité qui a été dressée, on est presque aujourd'hui à 3300 milliards. Il y a un pactole de 3510 milliards selon les prévisions du FMI. C'est possible. Pourquoi? Parce que le FMI prévoit en 2015 1098 milliards d'investissements publics. En 2016, 1164 milliards et en 2017, 1240 milliards. Ce qui fait une bagatelle de 3510 milliards qui peut être répartie entre les localités du Sénégal et que c'est raisonnable que Kaffrine se retrouve avec 207 milliards. Très bien. Alors, Doudou Wade, quelqu'un avait dit la croissance ne se mange pas. Ça peut être débattu. Est-ce que le PSE se mange déjà? Vous savez, le PSE, comme l'a dit aujourd'hui tout de suite Amidou, je suis à peu près d'accord sur ce qu'il a dit et c'est ce qui ressort aujourd'hui du discours, est une combinaison des différents plans qui se sont succédés depuis peu de temps. Quand le président Macky Sall accédait à la magistrature suprême, nous étions dans la mise en place du DPS, le document de politique économique et sociale, dont plusieurs chapitres, plusieurs orientations se recoupent aujourd'hui avec le PSE. Mais il ne faut pas oublier que le PSE est venu un peu plus tard. Quand Macky Sall arrivait au pouvoir en mars 2012, sa promesse pour le Sénégal, c'était le Yoonu Yokkute. Et lui-même, à mi-parcours, a dit qu'il s'est rendu compte que le Yoonu Yokkute ne pouvait pas amener le Sénégal à l'émergence. Ça, c'est un constat. Par conséquent, on a perdu 2 ans de temps pour que le président nous dise que c'était un constat d'échec. Et il y a eu cette affaire des Amis du Sénégal, de McKinsey, 2500 milliards qui ont été sortis. Et comme l'a dit le professeur, 2 milliards 500 millions, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il y a eu d'abord une première mouture, il y a eu 3 moutures sur le PSE. La première mouture est totalement différente. D'ailleurs, c'est simple. La réunion qui a eu lieu au Méridien avec le gouvernement, le premier ministre d'alors, Aminata Touré, disait « Est-ce que ce ne sont pas des éléphants blancs ?» Certains ministres disent qu'ils n'étaient pas contactés du tout et leur service sur le programme qui a été établi et sur les chiffres qui ont été avancés. Par conséquent, le président, ce jour-là même, s'est énervé pour dire « C'est moi qui suis élu, je fais ce que je veux », ce qu'il n'a pas le droit de faire. On a mis en branle toute une technique à convoquer les spécialistes de la finance et de l'économie du Sénégal, principalement les fonctionnaires, pour venir à une mouture, dont la mouture finale, qui est différente de la mouture médiane. Et chaque mouture, notamment la dernière qu'on peut considérer qui est sur le site du gouvernement, il y a eu encore des problèmes de chiffres entre le plan prioritaire, le PSE et même jusque tout de suite avec la déclaration du président du Sénat sur le montant total où il a dit, vous l'avez constaté vous-même, 10 000 milliards. On dit 9 685 milliards exactement, 7. C'est-à-dire que nous avons des problèmes. Mais comme c'est un condensé, après l'échec du Yoonu Yokkute, le président et le Premier ministre Ndione l'a dit dans sa déclaration de politique générale, c'est un problème de volontarisme. Il a parlé du volontarisme du président de la République. Mais ce n'est pas par le volontarisme et les ambitions seulement qu'il faut. Il faut de l'ambition pour un président de la République. De porter à un niveau très loin, très élevé, rêver pour le pays, mais aussi mettre les gens dans les conditions de ce rêve. Notamment sur 2 parts. La part qui revient au partenariat public-privé aujourd'hui reste très, très aléatoire. Et sur le plan international,
privé international et privé national. Le privé national, je pense que jusqu'à récemment, était encore en attente de sa part et de son implication sur le PSE. Tandis que sur ce qui a été fait sur le privé international, nous attendons, après le lancement, il y a quelques mois, sur des travaux qui devaient durer 1 an, par le Premier ministre John, sur beaucoup de choses, dont les réalisations devaient se faire en 12 mois, notamment en mi-2015. Et jusqu'à présent, rien. Cela veut dire quoi? C'est parce qu'il manque, dans la confection du PSE, on n'a pas pu attendre un certain nombre de documents extrêmement importants sans lesquels on ne pouvait pas faire le PSE. Prenez par exemple le recensement national qui a été fait sur le chômage, sur le bétail, surtout. Oui. On nous annonce des chiffres. Concernant le recensement démographique, c'est vrai qu'on a été très étonné de voir que l'enquête avait révélé que nous étions autour de 12 millions et quelques de Sénégalais. Et puis après, ça a évolué vers 13 millions. Ce qui fait qu'on ne sait même pas combien nous sommes aujourd'hui. Le pourcentage des femmes par rapport aux hommes aujourd'hui est passé à 51, et 49, Le chômage a augmenté. Le nombre de jeunes ayant moins de 17 ans a augmenté. C'est-à-dire, nous allons vers un programme de 30 ans, de 20 ans, sur lesquels nous n'avons même pas la spécificité graphique de notre population. Très bien, Doudou Wade. Et là, j'ai envie de casser. Oui, peut-être vous rebondirez sur ce qui a été dit, mais ma question, puisqu'il dit qu'il faut de l'ambition, il y a que le président persiste dans son ambition d'arriver à une autosuffisance en riz en 2017. Ce que contestent ses adversaires politiques plus essentiellement. Qu'est-ce que vous en dites sur cette persistance voilà, de sa déclaration? D'abord, c'est de bonne guerre que le président Doudou Wade disqualifie totalement et sans réserve, sans nuance plutôt, le PSE. C'est tout à fait normal. Mais je pense que... C'est surtout le Yonou Yokouté qui l'a disqualifié. Même le PSE. Bon, j'ai pas noté un seul instant dans les propos du président Doudou Wade une reconnaissance du PSE comme un plan non seulement ambitieux, mais tout à fait réaliste pour le Sénégal. Je m'explique. Lorsque le PSE, mais je ne vais pas peut-être y insister, postule ou alors établit une tendance pour ce qui est de la croissance à 7%, c'est parfaitement réalisable. C'est même en deçà peut-être des ambitions les plus croissance à 2 chiffres. À 2 chiffres, voilà. On a tendance à oublier cela. Mais autre chose, c'est que le débat, il est un tout petit peu, petit peu serré, donc on ne peut pas revenir sur toutes les considérations. Mais je dois juste dire qu'aujourd'hui, le PSE est en train d'être mis en œuvre et évidemment, il y a des chantiers qui sont lancés et je pense que c'est l'avenir qui nous dira en quoi il est juste ou non. Mais toujours est-il que non seulement il est ambitieux, il doit être ambitieux, mais président, le volontarisme n'est pas une mauvaise chose en politique. Parce que c'est à travers le volontarisme qu'on transforme les choses, qu'on déplafonne les ambitions et qu'on avance. Justement, nous, ce que nous voulons, en riz en 2017. Oui, justement. Oui. Par rapport au riz en 2017, c'est un exemple type. Nous avons dit qu'il est possible d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de façon générale, mais particulièrement l'autosuffisance en riz en 2017. Alors, si vous voyez les progressions, en 2014, nous tournions autour de 360 000 tonnes de riz. Les bonnes projections, c'est autour de 550 000 tonnes qui nous... En fait, vous avez un taux de progression de plus de 29%. De riz paddy. Oui, de riz paddy. Qui perd près de 30% de sa quantité pour pouvoir être consommable. Ou même un peu plus, premièrement. Deuxièmement, l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, a pris l'option d'appuyer la filière non seulement en termes de reconstitution du capital semencier, en termes de subvention
des intrants, mais également du matériel agricole. Ça, c'est des faits réels. Et qui a d'ailleurs débuté depuis que le président Macky Sall a pris le pouvoir. Par ailleurs, nous avons tout à fait une stratégie qui combine l'irrigation, donc la riziculture irriguée, 60%, et 40%, il y a les bas-fonds, il y a les plateaux, il y a les cultures pluviales, etc., etc. Et je pense que ce qui est le plus déterminant, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais n'ont plus de complexe par rapport au riz local. Ça, c'est essentiel. Je ne sais pas si vous avez été à la FIARA, il y a un engouement certain autour du riz local qui nous, justement, fonde sur le fait que la consommation, la demande, va évidemment booster la production. Et nous pouvons, dans ce domaine précis, atteindre justement les objectifs qui ont été fixés. Et ça, c'est du volontarisme. Oui. Ça, c'est... on peut dire de l'accélération. Très bien, voilà. De la cadence. Bon, on pensait qu'on l'avait oublié. Alors, Mounir Ndiaye, cette projection persistante du président Macky Sall d'une autosuffisance en riz en 2017 relève-t-elle de la témérité ou est-elle vraiment réaliste? Je pense qu'il y a beaucoup de détails de terrain. Même si le président est sur le terrain, il y a beaucoup de détails de terrain qu'il ne maîtrise pas, peut-être. Il maîtrise ses dossiers, c'est vrai. Il connaît les chiffres, il est cohérent par rapport aux objectifs du PSE. Les chiffres, tout est cohérent dans le discours du président. Mais il y a des choses de terrain qu'il ne maîtrise pas, notamment sur le plan arachidien. On connaît le problème que pose l'intermédiation, on connaît le problème des circuits financiers. Parce que le PRACAS, moi je l'ai lu intégralement. Et je dis tout de suite que c'est un plan réaliste. C'est un plan qui peut... quand même, s'il est réalisé comme tel, peut permettre pas d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Ce que je conteste, c'est que moi, je pense qu'il faut décaler sur 2 ou 3 ans. Parce que même pour le programme triennal d'investissement 2013-2016, on a dû décaler à cause de problèmes de mobilisation de ressources. Décaler 2 ou 3 ans, c'est aller à 2019, voire 2020. C'est vraiment possible, l'autosuffisance en riz. Parce que pour cela, il faut quand même produire 1,6 million de riz paddy. Et ça, je pense qu'on est parti d'environ 600 000 tonnes. Ouais. Pour en 3 ans atteindre cette production-là, avec ce qu'on connaît, les problèmes de mobilisation des ressources, les manquements qu'il y a dans la mobilisation des ressources que l'on connaît, le problème de recouvrement fiscal que le Sénégal connaît. Regardez, le budget de 2014 était de combien? 2700 milliards. Combien a été déclaré à la fin de l'année? 2300 milliards. Donc à chaque fois, il y a des flottements, il y a des choses qui ne sont jamais atteintes. Donc je pense que du point de vue des projections et des documents, c'est possible d'atteindre l'autosuffisance en riz. Mais du point de vue concret, parce que, je donne un exemple, il y a une incohérence quand même dans les chiffres qui sont donnés. Parce que dans le PSE, parce que quelqu'un m'a reproché de n'avoir pas lu le PSE, je l'ai lu. Il est dit que dans la période 2014-2018, le Sénégal recherche une croissance moyenne de 7,1%. Tout à fait. 7,1%. Tout à fait. En 2014, nous avons obtenu combien? 2,6% selon les chiffres de la NSD. 2,6%. Mais selon le ministre de l'économie, 3,5%. Il y avait un débat sur les chiffres. Je lui donne les 3,5%. On n'arrive pas à comprendre. Je lui donne les 3,5%. Même avec 3,5%. chiffres. Le chiffre qui a été avancé par le président de la République lors de son discours de fin d'année, de 4 avril, c'est 5,4% en 2014. Non, 4,5% en 2014. Et 5,4% en 2015. Mais si vous prenez 5,4 en 2015, vous prenez 7,1 fois 4 ans, ça vous donne, en 4 ans, ça vous donne 31, je vous donne 28, je sais pas, 28, quelque chose. Vous enlevez les 5,4% de 2015, ça vous reste peut-être environ 23%. Vous divisez pas par 3, vous tombez sur 8% de croissance. Donc pour que les objectifs du PSE en termes de croissance soient atteints, il faut que le Sénégal réalise en 2015, 2016 et 2017 8% de croissance, ce qui concrètement n'est pas possible. Toudouad, vous êtes aussi pessimiste que Mounir Ndiaye par rapport je voudrais... Mais surtout, le débat c'était sur l'autosuffisance en riz pour évoluer un peu. Le président est ferme,
il l'atteindra en 2017. Mais pourquoi vous ne le croyez pas? Je n'ai pas dit. Est-ce que je l'ai déjà dit? Non. J'ai entendu des responsables du PDS dire que ce n'était pas possible. Et vous en faites partie. Ils ne sont pas 100. C'est comme les chiffres qui ont été annoncés aujourd'hui par le Premier ministre et le Président de la République sur le financement de Kaffrine. Si à ce niveau, à la même place, au même endroit, au même lieu, vous avez 90 et 207, comment voulez-vous qu'au PDS, on ait les mêmes chiffres si nous ne sommes pas dans le gouvernement? Non, il faut d'abord régler les problèmes des chiffres du gouvernement. Autosuffisance en riz maintenant, en 2010. Non, j'y reviens. Amidou, tout à l'heure, vous avez même déjà saisi au rebond pour dire que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le PSE traversait tous les couloirs des partis politiques et des régimes. Tout à fait. C'est parce que je l'ai dit. Et vous l'avez reconnu. Donc il ne faut pas dire, une fois que les principes, nous sommes d'accord sur les principes, il faut qu'ensemble nous regardons les faisabilités. Sur le PSE, nous avons 3 séries, 3 scénarios, comme disent les économistes, qui sont différentes. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans le scénario le plus pessimiste. Si vous prenez le PSE, vous regardez les taux de croissance qui étaient prévus en 2013, 2014 et 2015, nous sommes en deçà déjà des prévisions du PSE. Professeur, vous avez lu. Par conséquent, il est important qu'on s'arrête un peu. On nous a annoncé tellement de choses. Un ministre nous dit... Autosuffisance en riz, parce que le débat... Oui, un ministre nous dit qu'avec le PSE, nous allons multiplier par 50 le produit intérieur brut du Sénégal. Le PIB, quand même, c'est extrêmement grave. Alors nous sommes d'accord sur ce volontarisme. Sans volontarisme, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Autosuffisance en riz. Un record, quand il est battu, à l'instant où on le fait, les gens passent à le dépasser l'année prochaine. D'accord. Nous sommes pour ça. Mais on ne peut pas traverser 20 ans sans discuter du PSE avec les autres. D'accord. Autosuffisance en riz. Autosuffisance en riz. En 2017. C'est une bataille qu'il faut mener. Nous ne pourrons pas continuer depuis la colonisation à ne pas nous évertuer à essayer de manger ce que nous produisons, principalement le riz. Donc ce volontarisme du président est acceptable. Mais tous les techniciens s'accordent, tous les économistes s'accordent que nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance du riz en 2017. Et ensuite, le président en fait tellement une affaire personnelle qu'il oublie, dans ce cadre-là, agricole, les autres engagements qu'il avait pris et qui sont dans le PSE, les 3 corridors céréaliers. Dans la politique du PSE, il n'y a pas de riz. Le président voudrait attaquer 3 couloirs. Le couloir du mil, le couloir du riz et le couloir du maïs. Mais aujourd'hui, il est avant tout pour seulement se consacrer au riz. Alors que sur le PSE, ce n'est pas ça. C'est pour cette raison que je dis, il ne faut pas en faire, le PSE n'est pas une chanson. Comme à la mode, là, c'est le Wali. Non. Le PSE est un événement extrêmement important. Le président a pris sur lui l'initiative de faire une politique sur 10 ans, sur laquelle il est important d'y associer tout le monde pour gagner. Michel, regardez le problème de la réforme douanière. Non, attends. Elle est intervenue quand? L'incidence des recettes douanières sur notre économie. Qu'est-ce que vous faites du PSE? Si vous avez une baisse de recettes douanières sur la suppression et l'arrivée des marchandises européennes, je ne dis même pas le budget du Sénégal, mais les institutions même de la CEDEAO, de l'UEMOA, qui va les financer? Ils ont été financés sur des taxes qui sont prélevées sur ces marchandises. Cela veut dire qu'il faut revoir le PSE dans sa mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, le président l'a dit lui-même. Quand il a convoqué cette réunion pour d'évaluation, il a dit il ne faut pas de l'autosatisfaction, il faut attaquer le problème de la mise en œuvre. Le président connaît ses problèmes, connaît ses difficultés. Donc il ne peut parler que d'une manière voilée, mais les difficultés sont là. Tour de table rapidement sur la question de l'emploi, parce que c'est important. Le taux de chômage est énorme. Cet après-midi, on a appris même de la bouche du ministre de la Jeunesse qui présidait une table ronde qu'il y avait 2 millions de jeunes qui chômaient et que seulement 5% avaient une formation qualifiante. Mais sur l'emploi, on n'entend presque plus le président parler de ces 500 000 emplois qu'il voulait créer en 7 ans. C'est vrai, il dit, si je dois ramener mon mandat à 5 ans, on sera autour de 350 000. Des chiffres précis, quels sont les emplois, combien d'emplois ont été créés par le gouvernement depuis qu'il est là, et surtout que l'objectif à terme en 2017 n'est plus loin, Elhadji Kassé. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Je dois juste dire
que la question de l'emploi, son acuité et sa difficulté ne sont pas spécifiques au Sénégal. La question de l'emploi est devenue à la limite un os des économies modernes. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez un peu partout, ça se pose exactement de la même manière. Au Sénégal, nous avons une moyenne d'âge de 22 ans. Moyenne d'âge de 22 ans. Mais vous prenez la population active, ou bien ceux qui ont la formation ne trouvent pas d'emploi parce que ce n'est pas une formation adaptée, ou ceux qui veulent de l'emploi n'ont pas du tout de formation, ou ils ont une formation tout à fait générale. Donc il y a un sérieux problème de structure. Et c'est pourquoi, pour en revenir très rapidement au PSE, si nous ne transformons pas de façon structurelle les bases de l'économie sénégalaise, on a beau avoir la volonté de créer même 100 000 emplois, il va y avoir un problème. Il faut transformer structurellement les bases de l'économie sénégalaise. Et je pense que ça, c'est une ambition autour de laquelle nous sommes tous d'accord, je crois, que nous partageons. Premièrement. Deuxièmement, le gouvernement est en train de mettre en place, en œuvre plutôt, et ça c'est de façon concrète, un ensemble de programmes, notamment dans la filière agricole, qui devraient permettre de créer des centaines de milliers d'emplois. Par exemple, dans le PRACAS, c'est environ 320 000 emplois qu'on envisage de créer. Dans les PRODAC, les programmes de domaine agricole communautaire, c'est plus de 300 000 emplois. Mais c'est un processus. On ne peut pas demander au président de la République, à la nouvelle alternance politique du 22 mars, en 3 ans, de créer 500 000 emplois ou de résoudre la question du chômage. La question du chômage n'est pas indépendante de la question économique de façon générale. Donc là également, il faut faire moins preuve de démagogie, prendre en compte la réalité et se dire que nous sommes dans une économie pas suffisamment dynamique, pas suffisamment ouverte, mais que nous sommes en train de redynamiser, que nous sommes en train d'ouvrir, que nous sommes en train de rendre beaucoup plus compétitive. Et pour terminer, je pense qu'également, il y a des politiques et des programmes ambitieux qui ont été élaborés, qui ont été conçus et qui sont en train d'être mis en œuvre pour justement apporter une solution durable à la question de la formation. C'est-à-dire produire des cohortes de compétences, des cohortes d'intelligence adaptées et qui répondent aux besoins de transformation structurelle de notre économie. Mounir Ndiaye, pourquoi la question de l'emploi est presque une arlésienne voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est la manière de procéder qui pose problème. Parce que M. le ministre parle de formation, mais il n'a qu'à aller dans les universités pour voir les formés et qui chôment. Des docteurs qui chôment, des individus formés et qui chôment. Ce n'est pas une question de la machine remplace... À qui peut-être on devrait apprendre à entreprendre aussi. Non, je pense l'auto-emploi, je pense que dans le PSE, l'auto-emploi occupe une place importante. C'est vraiment une place centrale. Mais moi, j'ai toujours dit que la réforme commence au niveau de la formation. Je pense que le ministère de la formation technique fait beaucoup d'efforts dans l'artisanat, tout ça, pour mettre à niveau les gens. Je pense que la maison de l'outil aussi fait beaucoup d'efforts pour capaciter des mécaniciens et ainsi de suite, leur donner quand même une certaine... Parce que quand un investisseur étranger arrive dans un pays, il ne veut pas embaucher des individus qui bricolent. Il faut préparer ces gens-là en leur donnant des diplômes, en les capacitant. Je pense que la maison de l'outil fait un effort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, on forme trop de littéraires. Merci pour moi. La machine remplace l'homme. Oui. On aurait pu régler ce problème-là si on fabriquait des machines. Mais si on importe des machines et que les machines remplacent nos travailleurs, on a des problèmes. Il faut financer la recherche dans le pays. Il faut financer les laboratoires. Il faut aider les universitaires. Il faut orienter les jeunes vers les filières scientifiques. Et je vais vous donner un chiffre. En 2014, l'ANSD a publié un chiffre qui dit que l'importation de machines au Sénégal a évolué de 114% en 2014. Et puis... dans un contexte où
on dit que nous voulons régler définitivement la question. Confier à nos chercheurs aussi l'élaboration de nos plans et de nos programmes. On ne verra jamais le gouvernement américain solliciter des Français ou des Sénégalais, sauf peut-être quand ils identifient des têtes bien faites, c'est de leur donner même la nationalité américaine et puis le problème est réglé, n'est-ce pas? Sûr, oui, c'est ça le problème. Moi, je dis simplement que la question du chômage, comme dit M. Kassé, c'est une question qui est planétaire. C'est une question qui est là, qui est lancinante, que l'on ne parvient pas à régler. Mais je pense qu'il ne faudrait pas faire des déclarations, des slogans. Il faut aller s'attaquer à la racine du problème. C'est un problème de préparation, c'est un problème d'os. C'est-à-dire que là, on est en train de fouetter sur l'eau alors qu'on n'est pas parti vraiment trouver le problème à la base. Alors, Doudou Wade, pourquoi le PDS emporte toujours les régimes? PDS, pas votre parti, mais le parti de la demande sociale, surtout sur la question de l'emploi. Oui. C'est comme si elle était insoluble, cette question de l'emploi. Elle n'est pas insoluble, elle est difficile. Le professeur Kassé l'a dit tout à l'heure, elle est difficile partout. Mais ça dépend de la manière dont on veut attaquer aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas, de mon point de vue, continuer à regarder le problème de l'emploi de la manière dont les différents régimes ou les différents gouvernements qui se sont succédés l'ont pris. Parce que nous n'avons pas jusqu'à présent, il y a des solutions, il y a des problèmes, ils sont là. Je ne pense pas qu'il faille dire il ne faut pas demander au président de la République 350 000 ou 500 emplois. Peu. C'est le président qui avait dit que je vous amènerai 500 000 emplois. Maintenant, 350 000. C'est à partir de ce moment. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi que ce chiffre ne sera pas atteint. Et le président lui-même a reconnu qu'il ne peut pas, lui, en tant que président de la République, en tant qu'État, sauf à recruter des gendarmes, des militaires et des médecins, des infirmiers, c'est-à-dire des fonctionnaires, il ne peut pas promouvoir 500 000 emplois. Mais il peut faire faire. Faire faire, c'est quoi? Comme on l'a dit, regardez sur quoi est basée notre économie. Aujourd'hui, il y a des prérequis pour transformer l'économie sénégalaise et faire d'elle une économie qui puisse absorber effectivement beaucoup mais aussi une industrialisation de l'économie. C'est vrai, c'est bon de parler de l'agriculture, mais il faut créer une chaîne de valeur, il faut créer de la valeur ajoutée. Et ça, cela manque dans le discours politique. Mais vous créez de la valeur ajoutée autour de quoi? Sur quelle économie? Sur l'arachide? Sur le maïs? Il faut développer les industries de transformation. Oui, développer les... C'est trop facile de le dire et d'écrire. Non, ce n'est pas facile. La preuve, on a du sel à gogo. Voilà qu'on voit le Sénégal importer du sel du Japon. Ça, c'est une catastrophe. Mais je ne parle pas du sel. Mais par contre, ici, dans la zone franche industrielle, il y a des Sénégalais qui y sont. J'étais dans la franche industrielle très tôt, j'y ai travaillé, qui font du sel extra fin à destination des États-Unis. Et même d'autres du Japon. Et le Japon aussi, il y a des Sénégalais qui font de la tomate de cerise, de table, exportée sur l'Europe. Très bien. Mounir Ndiaye, par conséquent, sur le problème de l'emploi, je pense qu'il y a d'abord un problème de savoir quel emploi nous aurons et quel type formé pour ces emplois. Dans un monde où plus nous avançons, plus nous aurons des difficultés d'emploi. Parce que les machines vont remplacer les hommes. Vous prenez par exemple l'autoroute à péage que nous allons faire Dakar-Touba. Si nous réfléchissons sur la manière dont sont organisées les autoroutes à péage, ce dernier exemple, vous passez ici, premier péage, vous avez 2 personnes qui sont présentes, et sur les 3-4 autres, c'est la machine. Vous passez à l'essence, ça passe. 6 emplois détruits. 6. Vous continuez 3e péage, 4e, et vous continuez sur une autoroute qui fait 1000 km jusqu'à Bamako, vous supprimez à peu près 150 emplois sur les nouvelles initiatives. Mounir Ndiaye, j'aimerais bien vous entendre quand même sur l'industrialisation. On n'en parle pas assez. Je sais que vous avez commis un ouvrage, vous avez beaucoup parlé de l'industrialisation. Bon, je pense que le professeur Moustapha Kassé également a publié récemment un livre sur l'industrialisation en s'attaquant un peu à un certain nombre d'aspects du plan Sénégal émergent qui a quand même un peu raté du point de vue de l'industrialisation du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, l'industrialisation du Sénégal passe par la protection
d'un certain nombre de secteurs au niveau du Sénégal. Vous ne pouvez pas dire aux vendeurs de chaussures à Ngaï, aux artisans de Ngaï, de Diaoubé, je vais vous protéger à faire des chaussures et en même temps vous permettez à des Chinois. Comment voulez-vous qu'un père de famille sénégalais qui a 6 gosses puisse aller acheter des chaussures durables de 2000 francs, ça lui fait 12 000 francs à Ngaï, au lieu d'acheter des chaussures de court terme de 600 francs, parce que tout simplement c'est la tabaski, c'est beaucoup de dépenses et ainsi de suite. Je pense que le Sénégal doit d'abord dévoiler une stratégie de protection de ce que nous pouvons vendre sur le plan international. Mais le paradoxe est qu'on signe les accords de partenariat économique. Et ensuite, mais tout ça c'est des erreurs, je pense qu'on nous a fait chanter. Moi j'ai vu les accords, dans quelles conditions ils ont été acceptés. Hein, ils ont fait chanter le Ghana, le Nigeria, qui sont les pays les plus qui, dès qu'ils s'expriment la Chine, la CEDEAO va signer. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria on les a fait chanter. Parce que l'Union européenne a dit que si, en janvier 2015, vous ne signez pas les APE, nous n'allons plus acheter vos cacao, votre... ainsi de suite. Et les gens ont signé. Le Sénégal a été noyé dans tout cela, parce qu'on est dans un cadre d'intégration. Et attention, nous sommes en train de batailler avec des individus qui sont plus libres que nous. Regardez un pays comme le Ghana. Le Ghana s'est permis un déficit budgétaire de 12%, alors que nous, on nous interdit plus de 3%. Et là, ça leur permet de faire des déficits, de financer le développement. Vous voyez, c'est un problème. Le problème se ramène à ce qu'a dit Dangote, que les économies francophones ne se protègent pas. Ne se protègent pas, qu'on ne contrôle pas nos économies, contrairement aux pays anglophones. Et là, j'ai cassé. Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord sur la problématique de l'industrialisation. Un peu plus réservé sur la problématique de la protection. Parce que Mounirou lui-même reconnaît que nous sommes dans une dynamique d'intégration, dans des espaces intégrés où le Sénégal ne peut pas avoir la prétention d'aller seul. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il faut reconnaître au PSE d'avoir l'ambition de développer pas seulement la filière riz, Grand Doudou. Il y a beaucoup de filières, par exemple fruits et légumes, que le PSE ambitionne de développer. Et je pense que si nous atteignons l'autosuffisance alimentaire et des volumes critiques, n'est-ce pas, de production dans les différents domaines, nous pouvons justement envisager des modèles d'industrialisation qui pourraient, à mon sens, ne pas simplement se baser sur la protection, mais sur la productivité et la compétitivité. Et je pense que donc il y a des perspectives dans ce sens-là. Au lieu d'être pessimiste, il faut être optimiste et justement faire le pari que nous avons les capacités, n'est-ce pas, d'avancer vers, je dirais même la réindustrialisation, parce que je pense que si je dis peut-être des choses que Mounirou va rectifier, je pense que nous étions même un peu plus industrialisés il y a une trentaine d'années qu'aujourd'hui. Les industries, beaucoup d'entre elles se sont effondrées. C'est le cas dans le domaine du textile, Bata, Sodefitex, Icotaf. Tout à fait. Alors, dernière question, dernier tour de table, c'est une question politique. On avait ouvert par le représentant du pouvoir et c'est Doudou Wade de l'opposition qui va conclure. Dernière question, le président, par rapport à la réduction de son mandat, semble être de moins en moins précis. Référendum, voie parlementaire, bon, là où il a été clair, c'est qu'il ne démissionnera pas. Oui, mais Mamoudou, moi je ne comprends pas exactement ce que vous voulez. Le président moi j'ai posé une question, je n'ai pas dit ce que je veux. Je vais répondre à votre question. Le président a été extrêmement clair. Il dit, j'ai exprimé une volonté de diminuer mon mandat, de le ramener de 7 à 5 ans. C'est une volonté politique. Mais à côté de la volonté politique, ou face à la volonté politique, il y a la loi qui est tout à fait impersonnelle, qui n'est pas de l'ordre de l'engagement. Mais le président, s'il pouvait prendre demain un décret pour diminuer son mandat de 7 à 5 ans, il le fait. Mais ce n'est pas la procédure. Et c'est pourquoi il dit, je réaffirme ma volonté de diminuer, de ramener le mandat à 5 ans, mais il y a des voies de droit.
Et il y a aujourd'hui un débat au niveau des spécialistes de la question. Moi, je n'en suis pas un. Certains pensent que la voie référendaire est la voie appropriée, la voie légale, royale, conforme à la Constitution. D'autres qui disent qu'on peut s'en limiter à la voie parlementaire. Mais d'autres qui disent, oui, le président n'a qu'à démissionner, rentrer chez lui, et puis on va reprendre à zéro. Il faut être sérieux. Mounir Ndiaye, l'économiste... D'abord, ça, ce n'est pas une option acceptable, mais je pense qu'aujourd'hui, la meilleure posture, c'est de laisser les institutions de la République, c'est de laisser les spécialistes débattre de cette question-là pour trouver la meilleure voie de réaliser l'ambition ou l'engagement politique du président. Qu'est-ce que l'économiste pense de la politique? Il ne faudrait pas économiquement mettre le pays dans un contexte de campagne électorale à n'en pas finir. Je pense que, vu la volonté qui est dégagée dans les documents, la volonté qui est affichée par le président de la République, qui s'est donné, qui s'est adonné à cette promesse-là. Hein. Je pense que c'était pour bien faire, pour dire aux Sénégalais que j'ai vraiment une volonté de venir, de ne pas m'accrocher au pouvoir et de faire ce pourquoi vous m'avez élu. Je pense que ça doit être salué par les Sénégalais. Maintenant, il y a des aspects techniques que les juristes vont trancher. Mais économiquement, je pense que les programmes ne peuvent pas avoir d'effet si véritablement on se permet une récréation en 2017. Ce qui fait que donc, planifier des élections en 2019, économiquement, ça peut aller. Mais maintenant, politiquement, je pense que ça peut jouer de manière négative sur la possibilité pour Macky Sall de trouver un deuxième mandat en 2019. Politiquement, justement, est-ce que Doudou Wade, vous êtes rassuré par la nouvelle déclaration du président qui vous dit quand même ne comptez pas sur moi pour que je démissionne? Mais on peut chercher comment réduire par contre le mandat. Il ne nous dit pas à nous PDS, il nous dit à nous Sénégalais, et vous en êtes un. Il ne faut pas vous extraire de ceux avec qui le président parlait. Et vous du PDS. Vous en êtes. Et vous du PDS. Alors, vous avez vous-même dit que le président est de moins en moins précis. Ça vient de vous. Semble. Oui, vous l'avez dit. Je suis un homme nuancé. Non, tout le monde est nuancé maintenant. Tout le monde est nuancé. De moins en moins précis. Parce que ce n'est pas ce problème-là. Ce n'est pas un problème de constitution. Ce n'est pas un problème d'institution. Ce n'est pas un problème de durée de mandat. C'est le président qui, à la quête du pouvoir, en un certain moment, s'est obligé de dire si je suis élu, je vais diminuer mon mandat. Il ne s'agissait pas de faire une révision constitutionnelle pour diminuer le mandat du président de la République. C'est une question tout à fait personnelle qui n'intéresse que Macky Sall. Le président Macky Sall a la possibilité aujourd'hui de réduire son mandat. Comment? Mais le 31 décembre 2016, il fait une allocution pour dire que je tiens à mon engagement que j'avais pris devant la nation. Je rends ma démission et je serai candidat aux élections. Il vous dit qu'il ne démissionne pas. Cela veut dire qu'il veut le pour et le contre. Le président ne s'est plus engagé depuis très longtemps à ne pas faire un mandat de 7 ans. Ah oui? La durée du mandat de 7 ans dans nos républiques aujourd'hui est une chose sur laquelle les gens seront obligés de revoir. Le contexte dans lequel nous bâtissons notre économie. Très bien. L'interférence de l'étranger. Doudou Wade. Les difficultés sur lesquelles nous sommes ne nous permettent pas de vouloir faire ce que nous voulons faire en 5 ans. Ce que nous faisons, nous, en 7 ans, les gens le font en 2 ans à cause de nos pesanteurs. Ça, le président de la République qui parlait, le candidat, a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de l'Intérieur, il a dirigé des élections. Il sait. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre aussi. C'était un engagement démagogique. Alors, Doudou Wade, et c'est la fin, Karim Wade est-il disposé à demander une grâce présidentielle? Je n'ai jamais vu dans la Constitution, dans les règles d'art, quelqu'un demander une grâce présidentielle. Je ne sais pas si ceux qui ont été élagués de prison en avril à Tabaski et qui le feront en juillet, c'est une prérogative exclusive du président de la République. Qui dit attendons que la procédure... Le pouvoir de grâce lui appartient.
Merci. Doudou Wade du PDS. Mounirou Ndiaye, économiste, et l'âge Hamidou Kassé, conseiller spécial du président de la République Macky Sall, qui faisait face à la presse nationale ce soir à Kaffrine devant le groupe Futur Média, le groupe des médias et la RTS. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette grande soirée de télévision, à la rédaction Aïssatou Diop Fall, le directeur de la télévision Ndiaga Ndour et l'ensemble de son équipe. Merci, bonsoir, à très bientôt sur cette même antenne.